Bonjour, Général Pierre de Villiers. Bonjour, monsieur. Que vous inspire l'opération américaine au Venezuela? Le chef d'état-major américain prétend que seuls les États-Unis sont capables de mener une telle opération. Vous confirmez? Alors, ce qui est sûr, c'est que la France seule n'est pas capable de mener une telle opération. Ça, je vous le confirme. 150 avions, des drones, tout un tas de moyens, les forces spéciales au sol. C'est une grosse opération. Mais les Américains avaient fait récemment aussi une grosse opération en Iran. Il y avait aussi plus d'une centaine d'avions de combat. Je rappelle que l'armée française a 200 avions de combat, dont 150 seraient bons de guerre immédiatement. Donc ça vous donne un ordre d'idée. Ce qu'on appelle bons de guerre, c'est-à-dire qu'ils sont mobilisables en opération. C'est-à-dire que les 50 autres, ils sont dans les garages. Ils sont prêts à combattre à l'instant T, puisqu'à l'instant T, il y a toujours des avions qui sont en réparation, en visite, non disponibles pour absence de pièces, etc. Donc, cette opération est un succès tactique incontestable. On va voir sur le plan stratégique ensuite derrière. Mais elle illustre parfaitement ce que je sentais depuis 2017, 2015, 2017, et qui était à l'origine de mon désaccord avec le président de la République. Retour des États-puissances, logique de pouvoir, de puissance, de force, et ceux qui gagneront, ce seront ceux qui sont forts. Et nous sommes maintenant du côté des faibles, après avoir délabré nos outils de défense pendant des décennies depuis la chute du mur de Berlin. En quoi l'opération américaine, ou en tous les cas, est-ce que vous considérez que les États-Unis sont des États-puissances au même titre qu'on le dit de la Chine, comme de la Turquie ou de la Russie? Oui, au sens où ils se sont donné les moyens de la puissance et ensuite ils ont une stratégie de long terme. Cette stratégie est publique et ils s'y tiennent. La grande différence avec nos démocraties européennes, c'est que quand les autorités sont élues, elles ne font pas pour l'essentiel le programme pour lequel elles ont été élues. Elles sont dans les éléments de langage, dans les déclarations, dans les postures. Elles ne sont pas dans les mesures et dans l'action. Vous ne trouvez pas que souvent Trump est dans la posture quand même? Oui, c'est une posture, certes, sur le plan du comportement, mais c'est une posture stratégique sur le plan de ses décisions. Il n'y a aucune surprise stratégique dans les décisions du président Trump. Il est imprévisible dans son comportement, et je raconte la réunion du 13 juillet 2017 à laquelle j'ai assisté en face de lui, imprévisible en réunion. Mais dans sa stratégie, il est parfaitement prévisible. Et il avait annoncé ce qu'il a fait là. C'est pour ça que je trouve que nos démocraties européennes n'ont pas encore basculé dans ce changement d'époque dans lequel nous sommes. L'histoire s'écrit sous nos yeux et parfois nos démocraties ont du mal à prendre les bonnes lunettes. Le président Trump et l'administration américaine ont publié un document stratégique, la nouvelle doctrine, au mois de décembre, où il se montre pour le moins condescendant vis-à-vis de l'Europe. Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Les États-Unis sont revenus depuis plusieurs décennies à America First. Et là, nous avons un mélange avec la doctrine de Monroe, qui est beaucoup plus ancienne, qui consiste à sécuriser son environnement immédiat, en l'occurrence l'Amérique du Sud, et en particulier le Venezuela, qui était quand même un des États du monde bipolaire nouveau, anti-occidental. Et le Venezuela a d'ailleurs des liens avec la Russie, avec la Chine, avec l'Iran. Je rappelle que beaucoup d'avoirs iraniens sont investis dans le pétrole vénézuélien. Tout ça se tient. Et c'est vrai que la doctrine américaine, la stratégie américaine a une forme de cohérence. America First, doctrine de Monroe. Ce week-end, dernièrement, les Français, enfin en tous les cas les Français et les Britanniques ont opéré des frappes en Syrie. Qu'est-ce que ça vous inspire? Eh bien, ça m'inspire que ce week-end, on a eu les deux lignes de conflictualité que je décris depuis 2015, qui étaient à l'origine, là aussi, de mon différend avec le président, parce que ces deux lignes, ce n'est pas une surprise stratégique. On les voit venir depuis 2015. Et elles nécessitent un réarmement massif.
d'un côté, le terrorisme islamiste radical, qui nous a frappé en 2015, le 7 octobre, et puis ensuite le chapelet d'attentats, le Bataclan. On a commémoré le 10e anniversaire récemment. C'est une idéologie qui vise à éradiquer l'organisation de nos sociétés, à la remplacer par la violence. La violence n'est pas la violence la plus extrême, qui est l'objectif, qui n'est pas un simple moyen. Et puis de l'autre côté, simultanément, distincte mais pas disjointe, le retour des États-puissances, pour l'essentiel des anciens empires, qui cherchent à regagner leur influence perdue et qui ont des stratégies de long terme. Ils parlent génération au pluriel. Nous parlons tristement prochaine élection au singulier. Il y a une autre échéance quand même qui se profile en Europe, c'est ce qui se prépare en Ukraine. Renaud Girard pensait que samedi sur le Figaro Live que la situation allait encore durer des semaines, peut-être des mois. Est-ce aussi votre analyse ? Alors déjà, moi je me réjouis de voir qu'on est sorti de la logique de guerre pure, parce qu'il n'y a pas de solution militaire dans ce conflit entre deux pays slaves, l'Ukraine et la Russie. Je crois que on s'est illusionné en imaginant, dans le camp de soutien légitimement à l'Ukraine, puisque la Russie est l'agresseur, mais on s'est illusionné sur la capacité qu'auraient les Ukrainiens à renverser la puissance militaire russe. Donc il faut aller à la paix. Vous dites dans votre livre que, votre analyse, c'est que les Ukrainiens ont une lacune fondamentale par rapport aux Russes. Ce n'est pas les armes, ce n'est pas la détermination, mais c'est l'âge des combattants. Oui, une des raisons pour lesquelles je n'ai jamais cru à la défaite de l'armée russe, c'est la population, c'est la démographie. Les Russes sont 4 fois plus nombreux. Quand vous additionnez tous les jeunes Ukrainiens qui sont partis au début de la guerre, vous avez un potentiel avec l'âge moyen du combattant ukrainien, récemment, c'était encore 45 ans. Et ça fait la différence. Parce que la masse des effectifs permet au président Poutine de lancer des opérations très audacieuses, quitte à avoir beaucoup de pertes. Il y a des journées à plus de 1000 morts aujourd'hui en Ukraine. Il faut arrêter ce massacre. Et y mettre les deux conditions importantes pour que cette paix soit digne pour les Ukrainiens, l'aspect du territoire et l'aspect des forces de garantie pour que ça ne recommence pas quelques mois plus tard. Et si vous mettez l'aspect du territoire, ça veut dire que les Ukrainiens vont devoir quand même, apparemment, en tous les cas c'est le plan de paix américain, céder du terrain. Comment les Ukrainiens peuvent accepter ? C'est toute la difficulté de la négociation actuelle. C'est pour ça que ça risque de durer. Probablement que Renaud Girard a raison. Avec son expérience, je le rejoins. Vous savez, on est dans une époque du temps très court, de l'urgence qui prime sur la priorité, de l'instantanéité, des réseaux sociaux, du poids des médias qui chassent en meute. Il faut retrouver le temps stratégique. Et la guerre, c'est long. La paix, après la guerre, pour dissiper la haine, c'est très long. Je l'ai vu dans les différents engagements que j'ai eus au Kosovo, au Moyen-Orient, en Afrique, partout dans le monde. Dissiper la haine, c'est long. Donc le processus de paix est en route, je m'en réjouis et j'espère qu'il va déboucher le plus vite possible, au moins sur un cessez-le-feu. Si on revient maintenant en France, Pierre de Villiers, le président de la République a lancé donc un nouveau service militaire. Est-ce que ça va dans le bon sens, selon vous ? Ça va dans le bon sens, d'abord parce que ça met fin au mythe du service national universel, qui est ce dispositif qui dure depuis 8 ans, qui a consommé beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie pour un résultat assez faible. Pourquoi ? Parce que les jeunes étaient mineurs et ensuite c'était quelques jours, à peine quelques semaines. C'est les colonies de vacances en fait. On n'a pas mis le dispositif qu'il fallait. Celui qui a été annoncé par le président est un bon dispositif. Maintenant, je me méfie toujours des annonces, puisque nous aurons 3000 jeunes l'année prochaine. Ce n'est pas grand-chose sur une classe d'âge de 800 000. Et on va voir, en 2035, 50 000. Moi, j'irai volontiers un peu plus vite, parce que c'est fondamental. Les forces morales d'un pays se reconstituent par ce genre de dispositif.
Vous revenez d'ailleurs longuement sur cette question dans votre livre, et en particulier à la fin de votre livre. Vous allez encore plus loin, vous dites que c'est le seul moyen pour justement réintégrer dans le creuset national un certain nombre de jeunes. On devine, vous ne le dites pas explicitement, mais que c'était quand même essentiellement des jeunes issus de l'immigration, qui sont aujourd'hui sans repère et sans respect de l'autorité. Vous dites qu'il faut aller jusqu'à 2 encadrants pour un jeune. Bien sûr. Oui, oui. Les jeunes en difficulté, vous savez, il y a 80 000 jeunes sur une classe d'âge de 800 000 qui refusent tout dispositif social et éducatif. On n'en parle pas, hein. C'est pas très glorieux. Alors sur 10 ans, ça fait 800 000. Et ce sont ces jeunes-là qui dérivent dans la drogue et qui se font embaucher par le cartel de la drogue ou qui prennent les mauvais chemins de la délinquance et qu'on retrouve en prison. On ne peut pas laisser dériver ce système, sachant que ces jeunes, pour l'essentiel, sont de la 3e et 4e génération d'immigration. Moi, j'en ai rencontré de nombreux. Et c'est même des caïds de cartel. Certains avec des carnets de chansons extrêmement développés, 20-25 séjours en prison. En réalité, tant qu'ils n'auront pas compris que la force fera la loi et reculer la violence, tant qu'ils n'auront pas compris que l'autorité revient, eh bien, on sera dans cette situation d'opposition et voire parfois d'ailleurs de haine de la France. Alors que dans ces jeunes-là, il y a une énergie, il y a une bonne volonté potentielle énorme. Mais il va falloir aller les chercher. C'est pour ça que je vous dis 2 encadrants pour un jeune. Une dernière question d'actualité, puisque le sujet va revenir à l'Assemblée nationale cette semaine, et en particulier jeudi, les questions budgétaires, questions que vous connaissez bien, qui sont à l'origine, donc notamment de votre démission en 2017. Que vous inspire l'abandon de la réforme des retraites ? En tous les cas, la suspension. Écoutez, ça va dans la mauvaise direction, parce que de toute façon, tous les pays vont dans la direction de travailler plus longtemps. Il y a l'allongement de la limite d'âge. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution que de travailler plus longtemps. Alors après, c'est un recul de plus, une faille dans l'autorité de plus. Non, je crois que si on veut réarmer la France, et il va falloir le faire, et beaucoup plus vite que ce qu'on le fait, avec des procédures d'urgence, avec une vraie volonté politique qui dépasse ce que nous faisons aujourd'hui, dans l'esprit d'ailleurs du livre qu'avait écrit le ministre des Armées à l'époque, Sébastien Lecornu. 100 milliards d'euros, c'est le poids de forme du budget de la défense. Aujourd'hui, on est à 50, je rappelle, donc doublé en 10 ans, c'est ce que je propose en 2035. Si on veut aller vers ça, eh bien, il faut accélérer et changer notre économie de paix, nos réglementations de paix vers une vraie économie de guerre. Alors, vous revenez précisément sur ces questions-là en détail dans votre livre. On va y revenir maintenant, mais vous dites à un moment qu'il va falloir s'attaquer à certains dispositifs de l'État social. Lesquels ? Il n'y a pas besoin. Bon, vous parlez beaucoup de courage dans votre livre. Vous en avez fait d'ailleurs un livre, un thème de livre. Donc là, quelles sont les mesures impopulaires qu'il faut avoir le courage de prendre pour reprendre les... C'est du simple bon sens. C'est du simple bon sens. 1, la réforme de l'État. 2... Et ça, tout le monde en parle, la réforme de l'État. Oui, mais la réforme de l'État, en diminuant les effectifs, en réformant les procédures, en remettant l'État dans son rôle régalien. Aujourd'hui, on est passé à un État nounou, qui s'occupe de tout. Il faut remettre l'État à la hauteur de ses vraies responsabilités. C'est un grand chamboulement. Non. On en parle depuis 30 ans de la réforme de l'État. Ça veut dire que si on vous suit, si on vous lit, Pierre de Villiers, c'est-à-dire qu'il faut réduire les allocations chômage, faut-il réduire les pensions de retraite ? Après, moi, je rentre pas dans les mesures techniques, je reste au niveau stratégique. Je vous dis qu'au niveau stratégique, le premier chantier qui dégagera des marges de manœuvre suffisantes pour réarmer, c'est la réforme de l'État. Ensuite, c'est tout l'aspect prestations sociales. J'y inclus la sécurité sociale, les retraites et notre dispositif social. Et 7 à 8 points au-dessus de la moyenne de l'OCDE. C'est incroyable. On a fait du social. Et on a fait du social avec les crédits du régalien. Défense, sécurité, justice.
Et on voit le résultat aujourd'hui. On voit cette crise de l'autorité. Et on voit d'ailleurs que les citoyens attendent des mesures dans ce sens-là. Les citoyens sont... Puis il y a peut-être une troisième piste, et ça répond en partie à votre question sur la réforme des retraites, c'est remettre une partie de la France au travail. On va y revenir, justement. Mais j'aimerais bien qu'on revienne sur une déclaration qu'on a beaucoup commentée avant la trêve des confiseurs et qui a fait pas mal réagir. C'est celle de votre successeur, le général Fabrice Landon, qui s'était exprimé devant les congrès des maires de France et qui avait fait cette déclaration. Les armées, c'est un extrait de la nation. Les femmes et les hommes qui sont aujourd'hui employés partout dans le monde ont entre 18 et 27 ans sur le terrain. Ils sont jeunes, ils viennent de vos communes, ils ont les mêmes aspirations. Ils tiendront dans leur mission s'ils sentent que le pays tient avec eux. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. Pierre de Villiers, est-ce que vous comprenez l'émotion qui s'est emparée des élus et de l'opinion publique à l'énoncé de ces propos du général Fabien et non pas Fabrice? Oui, alors les mots ont peut-être été mal interprétés ou mal choisis, je ne sais pas. J'ai vu la polémique qui s'en est suivie. C'est vrai que dire ça au maire en campagne électorale, c'est pas le meilleur moyen pour être réélu, incontestablement. Mais sur le fond du sujet, les forces morales au combat sont essentielles. Moi, je vous le dis, c'est d'ailleurs une des qualités principales des armées françaises et du soldat français aujourd'hui, c'est sa capacité à ne pas reculer au combat. Et ces forces morales se constituent au fur et à mesure, depuis la naissance, dans la famille, dans la commune, et puis les différents dispositifs sociaux et éducatifs qui existent, notamment l'éducation nationale. Aujourd'hui, ces forces morales ne sont pas suffisamment cultivées chez nos enfants, chez nos jeunes, incontestablement. Par exemple, apprendre à notre jeunesse à aimer la France. C'est ce que j'explique dans mon livre, en donnant plusieurs exemples. Apprendre à notre jeunesse à chanter la Marseillaise, à commémorer les grands événements de l'histoire de France. Je raconte le 11 novembre, dans mon village, quand j'étais jeune, il y avait tout le village autour du monument aux morts, et on égrenait le nom de chaque villageois de Boulogne, mort pour la France. Aujourd'hui, nous sommes quelques dizaines, pour l'essentiel anciens combattants au porte-drapeau. C'est tout ça qu'il faut remettre en place pour que les Français retrouvent cet amour de la France. Et ils l'attendent, moi j'en suis persuadé, y compris les jeunes. Quand on entendait... Une des critiques qui a été faite contre le discours du général Landon, c'est finalement... on a attendu autant de temps pour dire ça. Finalement, est-ce que ce n'est pas le discours d'une classe de dirigeants, y compris militaires, qui, pour reprendre vos termes, hurle avec les loups et prône un réarmement massif face à l'urgence absolue du danger après avoir été dans un déni de guerre? Je vous cite encore. Oui, écoutez, moi j'ai plein de défauts comme tout le monde, mais je ne suis pas rancunier. Donc je pardonne. Ça fait partie de mes convictions. Mais enfin, quand même, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu pendant des décennies? Je raconte les différents livres blancs depuis 1993, avec première partie, ce monde est de plus en plus dangereux, deuxième partie, voilà pourquoi nous devons diminuer notre effort de défense. Hein, ça, c'est depuis 1993. Donc, oui, bien sûr, il y a des lourdes responsabilités qu'il faudra porter devant l'histoire, incontestablement. Mais moi, je suis pragmatique. Je pars de la situation d'aujourd'hui, début 2026, et je dis aux responsables actuels et surtout aux futurs responsables, je les mets devant leurs responsabilités précisément. Il faudra qu'ils fassent l'effort nécessaire pour financer ce réarmement. Il en va de la pérennité de notre pays. Vous leur avez envoyé votre livre. Et est-ce que vous avez envoyé votre livre justement au général Landon? Oui, bien sûr.
Et aux dirigeants politiques, vous leur avez envoyé votre livre? J'ai envoyé mon livre au président de la République, au Premier ministre, au ministre des Armées et au chef d'état-major des armées, bien sûr. Vous avez eu des réponses? Avec une dédicace. Non, j'ai pas eu de réponse, mais enfin, ils ont probablement d'autres choses à faire que de me répondre. J'espère simplement qu'ils l'ont lu et qu'ils vont pouvoir s'en inspirer. Vous êtes quand même assez, C'est pour vous êtes ça. quand même assez précis, vous facilitez quand même pas mal de travail dans le... Oui, dans le livre. oui. Dans les déclarations ici ou là, depuis quelques semaines, je vois quelques inspirations. C'est plutôt bon signe. Il y a une question quand même qui est posée au cœur de votre livre et au cœur de l'acte fort que vous avez posé en juillet 2017 en démissionnant, général Pierre de Villiers. Et c'est l'objection que vous ont fait les politiques, les hauts fonctionnaires. Mais est-ce qu'on peut être sourd à ces objections? En clair, est-ce qu'on peut débourser encore plus de milliards, c'est-à-dire 2 fois plus que ce qui est déboursé aujourd'hui, dans la situation de disette budgétaire, de crise, de dette qui est la nôtre? Ben, nous n'avons pas le choix. Il en va de notre survie. Je répète, les forts attaquent les faibles. Regardez ce qui se passe ces dernières semaines, ces derniers mois. Il y a une accélération prodigieuse. Le monde était régulé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale par les stabilisateurs automatiques qui étaient les organisations internationales qui ont été mises en place. Elles sont discréditées. Il n'y a pas eu de résolution de l'ONU pour les dernières interventions, pas plus pour celle au Venezuela. On voit bien l'OTAN, dans quel état se situe l'OTAN avec la faillite du départ en Afghanistan. On voit bien l'Union européenne qui est dans une impasse. La défense européenne avec cette armée européenne fusionnée, c'est un mythe. C'est un mythe. Vous ne croyez pas à l'armée européenne? Je crois en la coopération européenne de défense, en la défense de l'Europe. Mais je ne crois pas à la défense européenne avec cette Europe fusionnée, fédérale, qui ne dit pas son nom et qu'on est en train d'avancer progressivement. Mais on avance vers l'échec. Il y a des coopérations à construire, mais c'est urgent. On a déjà perdu des dizaines d'années pour ces coopérations. Regardez, ce raid en Syrie, franco-britannique, ça, c'est le fruit direct des accords de Lancaster de 2010, avec cette force conjointe pouvant aller jusqu'à 10 000 hommes, interarmés, à géométrie variable. Voilà l'Europe qu'il faut construire, des projets concrets, pas de la technostructure avec des règles. Mais il y a d'autres alliances, par exemple, il y a la brigade franco-allemande. Bien sûr, la brigade franco-allemande, la difficulté, c'est qu'elle défile. Mais aujourd'hui, les Allemands ne peuvent pas être engagés en opération, c'est dans leur loi fondamentale. Donc, avec les Allemands, on peut faire beaucoup de choses, au plan industriel, au plan logistique, au plan de la formation. Je m'en suis occupé pendant presque 8 ans, donc je connais parfaitement ce dossier. Il y a une cinquantaine de projets, enfin, il y avait une cinquantaine à l'époque. Et donc, je crois que c'est comme ça qu'il faut construire, de manière pragmatique, et en respectant une chose, la souveraineté des États. Parce qu'à la guerre, les soldats, ils meurent pour leur pays, pour leur patrie, pour leur drapeau, pour leur chef. Ils ne meurent pas pour une communauté technocratique, économique, européenne. Alors, comment vous articulez ces principes, justement, de souveraineté, avec ce à quoi vous appelez dans votre livre, c'est-à-dire de ré-européaniser l'OTAN? Je me dis qu'un des scénarios possibles, moi je dis souvent, reprenant cette phrase de François de Rhodes, il faut penser l'impensable. Il a dit ça dans les années 90, il était prophétique. Il faut penser l'impensable. Un des scénarios possibles, c'est que l'OTAN aille de plus en plus mal avec un désengagement soit brutal, soit implicite des États-Unis. Je rappelle qu'ils financent plus de 50% de l'OTAN. Et à ce moment-là, il faudra, d'une manière ou d'une autre, conserver tout l'intérêt de l'OTAN, qui est essentiellement l'interopérabilité des procédures et de la capacité à monter des opérations, pour le transférer au niveau de l'Europe. Évidemment, ça serait dommage de perdre cette interopérabilité. D'ailleurs, dans la force conjointe avec les Britanniques, c'était un des sujets principaux. On ne parle pas la même langue, on n'a pas les mêmes équipements, on n'a pas les mêmes procédures. Et tout ça nécessite du travail. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour le faire? Mais à géométrie variable, pas à 28 ou 30 pays, c'est plus possible. Donc ça veut dire que s'il y a une défense européenne, avec une coalition d'États, c'est pas forcément l'Union européenne version militaire. Mais ça ne peut pas l'être tant qu'il y a l'OTAN, de toute façon.
les pays, la majorité des pays européens... Lui-même, en vous suivant avec un OTAN européanisé. Mais sont sous le parapluie otanien. Alors, si l'OTAN s'européanise après, avec un désengagement éventuel américain, c'est une autre copie, c'est autre chose. Vous dites, et vous venez de le dire, vous le redites à plusieurs reprises dans votre livre, que la guerre se rapproche. Alors, est-ce que, pour autant, c'est pas, pour reprendre les citations de votre livre, un fantasme de général qui veut augmenter les crédits, déjà augmenter de la défense, une construction intellectuelle, ou disons une déduction, ou bien est-ce que vous avez des infos? Mais c'est simplement du bon sens. Simplement du bon sens. D'abord, l'histoire. Quand vous regardez 1870, 1914, 1939, les 3 grandes guerres dernières, 3 cas différents au plan historique, aucun problème. Mais il y a quand même dans les 3 cas un phénomène constant. Crise économique, crise politique, crise sociale, crise financière, endettement massif, défaite. Dans les 3 cas, c'était la défaite. On n'était pas prêt. Il manquait pas un boucan de gâte en 70. On était parfaitement prêt avec Gamelin en 39. Donc, je crois qu'il faut éviter ça. Et nous sommes dans cette situation aujourd'hui où nous n'avons pas les ressources financières pour ce réarmement. Il va falloir du courage et des choix. Donc il n'y a pas les ressources financières. Et Général Pierre de Villiers, si en plus on tape dans la caisse pour faire du réarmement d'urgence, pour multiplier par 2 les crédits militaires, prendre les 5 milliards par an auxquels vous appelez, on va encore creuser nos déficits et on va se retrouver... à faire des économies dans les domaines que je vous ai cités. Et c'est la seule solution. Donc taper dans le social pour pouvoir... revenir dans le réforme de l'État, social, allongement du travail. Vous définissez 3 lignes Maginot dans votre livre, 3 niveaux d'aveuglement. Oui, j'ai eu la chance d'avoir en Conseil de défense les 4 derniers présidents. C'est un cas intéressant, unique. Et je me suis aperçu en Conseil de défense, la première question que l'on pose, c'est qui va nous attaquer. Et souvent... je me suis aperçu qu'il y avait 3 lignes Maginot. Je rappelle que la ligne Maginot, c'est la ligne que l'on croyait suffisamment solide pour empêcher l'envahissement et qui s'est avéré un échec total. 1. Mon général, nous avons la dissuasion nucléaire, personne ne peut nous attaquer. Certes, nous avons gagné et fait chuter le mur de Berlin en 89, en partie grâce à la dissuasion nucléaire, parce qu'elle était couplée avec un niveau de force conventionnelle au même niveau de seuil de suffisance. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Oui. Ça marche, la dissuasion nucléaire. Il faut avoir une dissuasion nucléaire plus une armée conventionnelle. La preuve, à côté. c'est que la guerre en Ukraine, aujourd'hui, l'Ukraine n'a pas le nucléaire. Donc on voit bien que la dissuasion n'a pas joué. Deuxième élément, mon général, nous ne serons pas tout seuls. Nous serons en coalition. C'est vrai. Sauf que un pays est là pour protéger ses frontières et sa population. Demandez aux Ukrainiens ce que ça donne, la coalition. Troisième ligne Maginot. Les Ukrainiens ne font pas partie de l'Union européenne. Oui, mais c'est le même principe. C'est le même principe. Donc, ce sera pareil, dites-vous, si un jour, un de nos pays est attaqué, reçoit un missile de croisière. Le jour où nous prendrons un missile de croisière, ça sera des morts français et ça sera personne qui pourra faire quoi que ce soit à notre place. Croyez-moi. Il ne peut pas avoir un jeu d'alliance comme on a connu en 1914 ou en 1939. Mais bien sûr, il y aura des jeux d'alliance. Bien sûr, il y a l'article 5 pour l'OTAN. Bien sûr, il y a le même article pour l'Union européenne. Mais tout ça est long. Tout ça est long. Et troisième élément, justement, le temps. Mon général, ne me dites pas que du jour au lendemain, on va se faire envahir. Oui, on aura le temps de remonter en puissance. Demandez aux Ukrainiens. Et un modèle d'armée, c'est comme une stratégie, modèle politique. C'est 10 ans minimum. 10 ans minimum. Pourquoi ? Parce que pour recréer des chaînes de fabrication d'équipements, pour fabriquer un commandant de sous-marin ou un pilote de chasse, c'est 10, 20, 30, 40 ans parfois. Pour constituer des réservoirs en matière de pièces de rechange, des stocks de munitions suffisantes, c'est 10 ans. On a détruit toutes nos usines de munitions. Est-ce qu'il n'est pas trop tard, Pierre de Villiers ? Il n'est jamais trop tard. Dès lors que on prend la décision, il faut y aller. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, de peur qu'il ne soit trop tard un jour.
Un point passionnant de votre livre, c'est que vous dites qu'il est absolument possible de rétablir le contrôle aux frontières. Oui, bah bien sûr. Heureusement. Aux frontières nationales, bien sûr, oui. Et il faudrait peut-être que l'Europe qui ouvre une Europe passoire, le problème des migrations est un des problèmes majeurs des 10 ans qui viennent pour le monde entier. L'Afrique aujourd'hui 1,3 milliard, 2,5 milliards en 2050, dont plus de la moitié en moins de 25 ans. Ils iront où? Ils iront là où ils pourront avoir de la nourriture et un minimum de protection, vers le nord. Donc, bien sûr que les frontières sont contrôlables. C'est qu'une question de volonté. Moi, j'avais été envoyé, quand je commandais mon escadron, contrôler une partie de la frontière suisse, et ça fonctionnait, bien sûr. Mais c'est une question de volonté. Aujourd'hui, le mot frontière est un gros mot pour une partie non négligeable des dirigeants européens. Vous évoquez souvent la menace intérieure, notamment le narcotrafic. En quoi est-ce une menace aujourd'hui qui est devenue majeure? C'est une menace. Il y a deux choses qui ont évolué ces dernières années. Une que j'avais soulignée il y a 7 ou 8 ans dans mes premières tournées dans les cités. Il y a eu un rapprochement entre les terroristes islamistes radicaux et les caïds, les trafiquants. Ces gens se sont rapprochés. Les uns amènent l'argent, les autres amènent l'éternité. Parfois, ils ont même fusionné. Donc ça sera beaucoup plus grave, beaucoup plus difficile à endiguer. Et le deuxième élément que j'ai souligné il y a quelques années déjà, c'est l'apparition, effectivement, du cartel de la drogue. On voit ce que ça donne dans certaines grandes villes, mais pas que, partout. Et là, ce n'est pas des trafiquants à l'ancienne, avec le côté artisanal. Eux, ils font la guerre. Eux, ils tirent. Vous avez vu le nombre de morts récemment, ces derniers mois, à balles réelles. Et ça pose le sujet de quoi faire face à eux. Comment regagner le terrain perdu. Et que pensez-vous des appels incessants à l'armée, justement? Alors, ce n'est pas le métier des militaires de rétablir l'ordre sur le territoire national. C'est le métier des forces de sécurité intérieure. Ils le font très bien. Sauf que, et j'aborde ce sujet dans mon livre parce que c'est un sujet tabou à tort, sauf que quand on passe du maintien de l'ordre à l'action de guerre, se pose le problème de la transmission des responsabilités. C'est ce que j'ai vécu au Kosovo sur le pont de Mitrovica. Je raconte ça avec nos amis gendarmes. Et nous avions réfléchi ensuite à cette coopération entre le maintien de l'ordre et l'action de guerre. Et il se peut que le cartel de la drogue nous amène à des actions de guerre. De quel type? Il faudra aller les chercher. Les Mexicains ont essayé, justement, ont recouru à l'armée. Et pour l'instant, ça n'a pas tellement fonctionné. Oui. En tout cas, la force devra faire régner l'ordre. Aujourd'hui, il y a des quartiers qui commencent à être aux mains de ce cartel de la drogue. Ça devient quand même préoccupant. Et c'est pas un mort par-ci, par-là, maintenant. Ça devient banal. Et à balles de guerre, avec des kalachnikovs. Vous regrettez le passage de la gendarmerie sous le contrôle du ministère de l'Intérieur. Il faudrait le remettre sous celui du... Non, je ne regrette pas. Je dis que ça a été un transfert compliqué et qu'il y avait une certaine logique et que nous avons trouvé un équilibre désormais avec les gendarmes qui sont forces de sécurité intérieure, ministère de l'Intérieur pour emploi, et qui gardent leur statut militaire pour administration, si je puis dire, au ministère des Armées. On a trouvé le bon équilibre et contrairement à ce que certains pensaient, les gendarmes se sont militarisés en partant au ministère de l'Intérieur. Moi, je peux vous le dire, et la coopération avec les gendarmes est bien meilleure qu'il y a une vingtaine d'années. Il y avait une certaine ignorance ou une certaine méfiance. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, notamment grâce au dispositif Sentinelle. Est-ce que vous pensez vraiment, Pierre de Villiers, qu'on puisse faire bouger les lignes en France? Là, c'est la question qu'on a posée également sur la question budgétaire. On connaît la réalité budgétaire et pourtant, ce n'est pas les mesures justement de réduction des dépenses qui ont été prises. Et donc dans la défense, on a un peu quand même on a un peu tendance à avoir le même raisonnement. Est-ce que vous pensez qu'on puisse faire bouger les lignes en France avant d'avoir reçu un de ces tirs de missiles de croisière dans une de vos livres, de nos villes, comme vous le craignez dans votre livre? Oui, c'est la question. C'est pour ça que j'ai écrit mon livre.
c'est précisément pour que les choses bougent avant qu'il ne soit trop tard et qu'on ne fasse ça comme en 70, comme en 14 et comme en 39, en réactif. Est-ce qu'il y a d'autres raisons que la foi, le patriotisme ou la méthode Coué pour que vous prétendiez qu'il y a encore un sursaut possible? Oui, il y a un sursaut possible. Déjà, on est au premier stade. Aujourd'hui, depuis quelques mois, la peur. Les Français commencent à avoir peur en se disant, finalement, qu'est-ce qui va nous arriver? Mon général, on marche sur la tête, où va-t-on? La peur fait réagir. Le courage fait décider, et ça, c'est l'étape maintenant. Le courage fait décider. Il faut décider. Mais vous pensez qu'il y a du courage? Vous pensez qu'il y a du courage? Écoutez, il faudra qu'il y en ait. Et si possible, pas sous la pression des événements, mais en anticipation. Et ensuite, le sursaut fait gagner. Je suis persuadé que des événements majeurs dans le monde, à l'extérieur et à l'intérieur de la France, feront réagir. Et la France retrouvera sa vocation particulière de fille aînée de l'Église, que je dis, c'est pour ça qu'elle ne pourra pas mourir. Et moi, je rencontre des gens partout qui ne font plus de politique, parce qu'ils sont déçus par la politique, qui incarnent le génie français, y compris des jeunes. Simplement, le feu est sous la cendre, il faut le réveiller. Et ce patriotisme que j'appelle de mes voeux dans mon livre, je le sens revenir progressivement, croyez-moi, et pas simplement chez les vieilles générations. Au contraire, les jeunes attendent qu'on leur parle aux tripes, au cœur, qu'on leur parle du drapeau, de la patrie, de l'amour de la France, de la nation. Et si on le fait, je crois qu'ils nous surprendront. Comment faire remonter en puissance notre outil militaire, les priorités, les réformes à entreprendre au plan politique et économique? Tout est dans ce livre très stimulant du général De Villiers qui donne les recettes pour les succès des armes de la France. C'est absolument à lire, c'est aux éditions Fayard et c'est également à offrir en ce début d'année. Merci beaucoup, général De Villiers, d'être venu en tout cas commenter avec nous. Jamais France rime avec espérance, et en tout cas, moi, jusqu'à mon dernier souffle, c'est le succès des armes de la France qui m'importe. Et on ne spoilera pas, mais on dira quand même que c'est comme ça que vous terminez également votre livre. Mais il y a plein d'autres choses très intéressantes, notamment sur l'immigration que vous dites et que vous donnez. Et c'est ce qui fait tout l'intérêt de cette lecture. Merci beaucoup.